Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment ça goûte. On se retrouve aujourd'hui à Marson, dans la région viticole de la Vallée de la Loire. Nous vous invitons à découvrir Amandine, vigneronne au domaine de Cézanne, un domaine centenaire, qu'elle dirige aux côtés de son frère Xavier et qui nous a partagé son travail entre appellations confidentielles, cépages méconnus et Cavantufo. C'est parti! Là, vous êtes au domaine de Cézanne. Donc nous sommes un domaine familial. Je suis aujourd'hui avec mon frère Xavier sur l'exploitation. Et nous sommes la 4e génération. Voilà. Donc normalement, on fête les 100 ans l'année prochaine. Le domaine en lui-même existe depuis 100 ans. Donc effectivement, nous sommes un domaine familial. Là, j'ai repris avec mon frère Xavier. Avant, il y avait papa et il y avait mon grand-père et mes 2 arrière-grands-pères. Et donc l'entreprise s'est rattachée au fur et à mesure parce que mon grand-père a repris les vignes du côté de sa femme et de son papa. Il a refait une exploitation, donc il faisait la vigne et il faisait aussi la pépinière de vigne, donc il faisait les jeunes plants, donc la sélection de plants, donc le côté patrimoine vraiment de chez nous, avec les cépages de chez nous. Donc on a un beau savoir-faire sur les porte-greffes et sur notre exploitation. Et puis ensuite, papa, lui, a repris que la partie vigne pour faire le vin. Il s'est agrandi au fur et à mesure, surtout avec l'arrivée de mon frère à la fin. Et puis nous, j'ai repris avec mon frère. Et puis aujourd'hui, nous avons donc 17 hectares de vignes sur les 2 AOC du département de la Sarre, donc Coteaux-du-Loir et Janières. 2 hectares et demi en Janières et le reste en Coteaux-du-Loir. Donc là, nous sommes dans les vignes des Coteaux-du-Loir, puisque nous avons 2 appellations le long du Loir, appellation Coteaux-du-Loir et appellation Janières. Donc l'appellation Janières, on la voit pas trop parce que c'est caché derrière l'arbre, mais elle est de l'autre côté là, où on ne fait que du blanc, du chenin. Et l'appellation Coteaux-du-Loir, on fait les 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. En blanc, c'est également du chenin. Et en rouge et rosé, on a un cépage majoritaire qui est très peu connu, qui s'appelle le Pinot d'Aunis, qui est un cépage que l'on trouve le long du Loir. Et nous avons également un petit peu de Gamay, de Cabernet Franc et de Caux. Alors c'est du Malbec. Donc là, nous sommes au plein cœur de l'appellation Coteaux-du-Loir, où nous avons derrière moi du Gamay, qui est en pleine fleur. Nous avons le Pinot d'Aunis, nous avons du chenin derrière nous. Voilà, donc nous avons un petit peu tout sur cette partie-là. Nous sommes sur un terrain d'argile à silex. Et ce côté-là est un peu plus sablonneux au sol. Donc le sous-sol argile à silex, c'est avec du tuffeau. Donc c'est un peu plus sablonneux. Sur le coup, mon arrière-grand-père, qui était également pépiniériste, trouvait que c'était sur le coup un peu plus chaud. Ça ressemblait un peu plus au sol de Chinon où il y a du Cabernet Franc. Donc c'est lui qui a planté du Cabernet Franc et du Caux et du Gamay dans le coin. Et c'est un très bon terrain en rouge pour notre région. Voilà. Alors ce sol, le côté un peu plus sablonneux, ça donne sur le coup au cépage de chez nous un peu plus de chaleur. On est quand même dans le nord de la France. Nous faisons donc des vins rouges et blancs plutôt sur la légèreté. Et donc le fait que ce soit un peu plus sablonneux, c'est des sols un peu plus chauds. Donc au niveau maturité, ça permet que ce soit un peu plus mûr malgré qu'on soit dans le nord. On n'est pas sur la maturité d'un Cabernet du Sud, hein, ni de Chinon hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça donne un petit plus quand même. Et donc on le retrouve quand un Cabernet Franc planté sur simplement de l'argile à silex ou sur ici, ça s'appelle les sablons en fait. Donc côté un peu plus sable, c'est dans le nom, fait que c'est un peu plus chaud. Si on compare 2 parcelles sur un terrain un peu plus argilo-silicieux et
et un sol un peu plus sablonneux, on voit la différence. On essaie, enfin ce que l'on aime, c'est vraiment la minéralité et l'atypicité des cépages qui sont peu présents finalement en France, que ce soit le chenin ou le pinot de Nice. Donc pinot de Nice encore moins que le chenin, mais ce sont des cépages qui sont pas spécialement très connus en France et encore moins dans le monde. Et donc on aime bien faire ressortir le terroir vraiment d'argile à silex, ce côté minéral, ce côté un peu fumé, et la caractéristique des cépages. Donc pour le pinot de Nice, ce côté épicé. Voilà, on est sur de l'épice, principalement sur du poivre. Voilà, donc on aime ressortir ce côté-là, ce qui fait qu'on a des vinifications sur la simplicité. Principalement en cuve pour que ce soit le plus neutre possible. On fait un petit peu en barrique, mais on fait principalement en cuve. Nous sommes assez vigilants sur tout ce qui est protection de notre vignoble pour pas que le milieu dissémine nos grappes et nos feuilles, parce que nous sommes également en fleurs. Voilà, la fleur a commencé de vigne et là c'est un moment très critique puisque pendant la fleur, la vigne est ultra sensible, la grappe également. C'est un changement hormonal, comme une femme qui est enceinte qui est plus sensible. Et ben la vigne c'est pareil. Ce qui fait que là il faut vraiment être très vigilant. La pluie dure depuis beaucoup trop longtemps. Nous en avons marre. Voilà, là on est sur des pluies d'orage, donc il fait lourd et il pleut tous les jours. Voilà, donc c'est pas très pratique. Une ambiance favorable à nos jolis champignons, qui s'appellent le mildiou principalement, et un peu le black rot aussi, mais principalement le mildiou dans notre région. Donc on est on est sur le tracteur, pas forcément avec le grand sourire, effectivement. On préférerait être sur le tracteur pour couper l'herbe, pour travailler les rangs. Vous voyez, il y a un petit peu d'herbe sur mes rangs là, donc on aimerait bien passer les lames, mais sur le coup, on n'est pas assez équipé. On a 2 tracteurs, mais on n'a pas assez de personnel non plus, donc voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on fait les choses une par une. Et voilà, donc, et après on est en train de faire ce qu'on appelle le relevage, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir la végétation, puisque c'est des orages. Souvent les orages c'est avec beaucoup de vent ou alors des pluies très fortes, donc ça a tendance à casser les rameaux, donc les maintenir en fait avec des fils, mais vu qu'il a fait froid, c'est à peine assez poussé, donc c'est un peu complexe. Voilà, donc là on a du personnel dans les vignes pour essayer de maintenir au moins sur les piquets métalliques, de mettre les fils pour maintenir la végétation, puis on fera plusieurs passages. Voilà, donc là on est dans la période où il faut suivre la vigne, c'est elle qui décide, et bien sûr le climat, et nous on s'adapte. De toute façon on s'adapte tout le temps. Voilà. Effectivement, pour traiter, il faut prendre plusieurs paramètres. Il y a la température, l'hygrométrie, le vent, les horaires. Parce que bon, traiter la nuit, les voisins ne sont pas spécialement fans non plus. Et bah surtout, il ne faut pas qu'il pleuve non plus. Parce qu'on ne traite pas sous la pluie. On traite normalement avant la pluie ou après, mais pas dessous. Et donc là, les fenêtres de tir, quand on regarde, de passage, quand on regarde la météo, sont très courts. Et donc il faut penser à le temps qu'on prépare la machine, qu'on aille dans les vignes, qu'on fasse de la route, parce que nous on a ce qu'on appelle un parcellaire morcelé. C'est-à-dire qu'on a des parcelles un petit peu partout. Souvent il y a des régions où ils ont 10 hectares de tenant, alors nous c'est pas du tout le cas. On en a une multitude un petit peu partout. Donc on fait aussi de la route. Donc il faut prendre en compte tout ça. Donc les fenêtres sont assez courtes. Ouais. Donc effectivement, il faut prendre tous les paramètres. Et puis des années comme cette année, malheureusement, on peut pas tous les prendre. Enfin, il faut sélectionner. Et des fois, il faut mieux passer que de ne pas passer, puisqu'on voit la différence entre une vigne où on s'est dit on va attendre, et la vigne où on est passé, même s'il y avait un petit peu d'humidité le matin, un petit peu d'eau sur la feuille, ça a quand même été efficace. Donc voilà, faut
Voilà, c'est une année complexe, mais il y en a aucune qui se ressemble, elles sont toutes complexes. Donc voilà, on est dans une région où c'est pas toujours facile. On a, on a l'habitude du mildiou ici, faut pas se le cacher. On sait le maîtriser, on sait, voilà, quand on a tous les outils qu'il faut, hein, bien sûr. Euh, et après, après, il faut que la pluie nous laisse le temps quand même de passer. Voilà, c'est surtout ça, ce qui n'est pas toujours facile. En début de saison, quand même, le tracteur il passait plus dans les vignes, hein, donc bon là, vous voyez, il y a de l'herbe, mais on a aussi des parcelles où on travaille à 100% la vigne, hein, puisqu'on est en culture terra vitis. Et sur le coup, le tracteur, il est resté dans la vigne. Voilà. Voilà, il a pu bouger. Voilà, donc il a fallu attendre que ça réussisse, en fait. Et donc, la chance, c'est qu'on soit en coteau. Et donc, ça s'est quand même réessuyé assez facilement. Sauf sur l'argile où c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, donc on a pu, à partir du moment où il a arrêté de pleuvoir, attendre une journée. Et voilà, une journée a suffi pour pouvoir repasser. Donc, le label Terra Vitis est un label de viticulture durable. Donc il y a 3 paramètres principaux, donc le côté environnemental, le côté sociétal et le côté économique. C'est-à-dire que l'exploitation elle doit être durable de partout, au niveau de la vigne comme au niveau de la durabilité de l'entreprise. On n'est pas là pour durer que quelques années, hein, et notre vignoble n'est pas là pour rester que le temps qu'on est là. C'est aussi fait pour rester. Donc il y a tout un aspect assez global. Donc bien sûr, il y a un cahier des charges à respecter, qui a une limitation au niveau des produits phytosanitaires, beaucoup d'aspects éco-environnementaux. Donc en fait, mettre en place des systèmes qui nous permettent de diminuer bien sûr les interventions. Voilà. Donc ça, ça fait partie du cahier des charges. Après, il y a le côté sociétal. On a la protection de nos salariés, les former surtout, les protéger, essayer qu'ils soient le mieux possible. On a acheté un mélangeur parce que voilà, il galérait. Voilà, essayer d'être dans la facilité du travail, pas forcément toujours être avec la pioche, essayer d'alterner les travaux, etc. Hein, parce que tout ça, c'est physique. Et puis dans le côté sociétal, essayer de faire des produits qui plaisent aussi à la clientèle. Ça en fait partie. Et puis équilibre économique, donc produire le mieux possible tout en essayant d'avoir une entreprise qui perdure dans le temps, économiquement, et en faisant des produits accessibles à tous, puisque moi je considère que le vin n'est pas réservé qu'à une élite. Tout le monde a le droit de profiter de ce merveilleux breuvage qui est excellent, avec lequel on se fait plaisir. Et c'est pas parce qu'on a les moyens qu'il n'y a que eux qui ont le droit de consommer du vin. Je considère que chacun a le droit d'en consommer. Donc voilà, c'est tout un ensemble que je trouve tout à fait respectable et qui nous correspond avec mon frère Xavier dans notre façon de travailler. Donc produire pour une durabilité environnementale, une durabilité de notre entreprise, une durabilité du produit en lui-même, de la vigne, du vin, de tout en général, en essayant de produire le plus sainement possible. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas que le bio qui est sien ou que le nature, ou etc. Je pense que chacun, quand on est agriculteur, on aime sa terre, en fait. Et on ne veut pas produire n'importe comment au détriment de sa propre santé, parce qu'on est les premiers quand même sur la ligne de mire. Et je pense que les agriculteurs mangent ce qu'ils produisent, hein, la plupart. Mais après, aujourd'hui, maintenant qu'on est dans une situation plus saine en France, on fait partie des pays riches, manger le mieux possible, c'est normal. Et donc les agriculteurs ont suivi le pas, et c'est pas depuis qu'on en parle, ça fait plus de 30 ans que le pas il est pris. Et puis on progresse. Par contre, on ne peut pas passer du coq à l'âne en un claquement de doigts, hein. Mais c'est bien sûr. Toute l'agriculture française a fait le pas, et donc manger traditionnel, culture traditionnelle française n'est pas dangereux au point où on veut nous le faire croire. Voilà.
Par rapport aux différents cépages, donc là, le Pinot d'Aunis, il a un sarment qui est rouge. Et le Gamay, non, c'est vert. Voilà, donc on reconnaît à ça. Et puis le Pinot d'Aunis a des feuilles plus hachées. Et là-bas, c'est un peu plus ronde. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'ampélographie. Et après, au niveau des grappes, le Pinot d'Aunis fait des grosses grappes. Assez, avec toujours une petite aile sur le côté, souvent, enfin très souvent. Voilà, donc ça fait vraiment des belles grappes. Le Gamay, en tout cas celui qui est ici, fait des plus petites grappes. C'est pas le cas partout, mais celle-ci, ça fait vraiment des petites grappes. Elles sont grandes comme ça en général, voilà, elles sont vraiment pas grandes, et des tout petits grains. Voilà. Donc, et en fonction sur le coup, souvent par rapport à la date de récolte, le Gamay c'est la parcelle qu'on vendange en premier. Voilà, c'est les toutes premières vendanges en général, c'est notre Gamay. On vendange à la main pour faire une carbonique, une fermentation alcoolique en carbonique. Et on le fait vraiment pour faire ressortir le côté fruité et à donner vraiment de la rondeur. Parce que le Pinot d'Aunis, lui, il y a un cépage qui n'a pas énormément de matière, mais qui sait se faire entendre quand même. Et donc sur le coup, le fait de faire le Gamay en macération carbo apporte du fruit, de la rondeur au cépage Pinot d'Aunis. Quand on l'assemble, il y a toujours plus de Pinot d'Aunis, c'est majoritaire pour l'appellation Côte d'Ivoire, mais le Gamay va arrondir les angles. En fait, on fait les vinifications de façon parcellaire. Donc, on a des cuves à peu près adaptées à la surface des parcelles. Donc là, derrière, c'est plutôt pour les grandes parcelles. Chaque parcelle a sa propre expression, finalement. Donc, le fait de faire la vinification séparément permet de faire ressortir chacune de ces caractéristiques. Et nous faisons les assemblages vraiment à l'élevage, quoi. Au niveau des vins, j'ai plutôt parlé du Côte d'Ivoire blanc, qui est ce que je produis le plus. Donc c'est du chenin au niveau du cépage. Dans les coteaux du Loir, on a la chance d'avoir différents coteaux. Donc la vigne est en coteau, mais il y en a différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même exposition partout. Et avec les années solaires, c'est vraiment une chance parce que ça permet de rapporter de la fraîcheur, que ce soit pas que riche en fait. Les différentes expositions vraiment se complètent bien. Le Janière, lui, est 100% plein sud, donc lui est forcément plus solaire. Voilà, et les coteaux du Loir, ça apporte un peu plus de fraîcheur grâce à ces différentes orientations. Et l'avantage de faire les vinifications séparées, c'est qu'on s'en aperçoit vraiment tout au long de la vinification et de la vie du vin. Voilà. Donc, on fait plutôt des fermentations alcooliques à basse température. Donc, j'essaie de fermenter autour des 17, 16, 18 degrés maximum grâce à un système de froid, ce qu'on appelle des drapeaux, qui permettent d'avoir le système de refroidissement grâce au drapeau, qui c'est un radiateur à plat, qui est en inox, un radiateur à plat où on fait passer de l'eau. Voilà, il n'y a pas plus simple, que l'on met dans la cuve qui fermente, puisque la fermentation alcoolique, on sait que ça produit de la chaleur, et que la chaleur, ça permet, ça fait évaporer les arômes, puisque les arômes, eux, sont volatiles. Et si on veut garder le plus d'arômes, puisqu'on aime bien, quand on ouvre une bouteille de vin, que ce soit aromatique, et le chenin, lui, était un cépage peu aromatique, contrairement au sauvignon, par exemple. Donc, on aimerait bien garder tous nos arômes le plus possible, qui sont développés lors de la fermentation alcoolique. Et donc, sur le coup, le fait de maintenir les températures plutôt fraîches pendant la fermentation alcoolique nous permet de maintenir ces arômes. Et puis, ça permet aussi de faire ressortir le côté un peu minéralité qui est très présent dans nos terroirs. Et plus on fermente à basse température, plus la fermentation est longue aussi. Et ça permet d'apporter de la complexité au vin. Et pour faire ressortir le plus possible ce qu'il y a dans le raisin et dans nos sols. Et puis on laisse tranquillement fermenter. Nous ne faisons pas de fermentation malolactique sur nos blancs. Le chenin est un cépage qui aime bien la tension. Alors, on est en plus dans une région où il y a pas mal de tension, donc d'acidité, et on le retrouve bien dans nos vins. Et donc, nous faisons principalement des vins secs, donc des vins de repas.
de gastronomie qui s'associe vraiment très très bien en mangeant. Et donc, c'est ce que l'on recherche vraiment ici. Et on est une appellation, que ce soit le Côte d'Ivoire ou Janière, on a le droit de laisser des sucres résiduels. Et donc, on n'a pas de limite, d'accord ? On a juste une limite puisqu'on fait partie de la région nord de la France, donc on a encore le droit de chaptaliser les années où le climat n'est pas trop avec nous, pour avoir de l'alcool quand même, une structure minimum. Et à partir du moment où on chaptalise, on n'a pas le droit de laisser trop de sucre. C'est 8 grammes maximum. Et pour le reste, à partir du moment où c'est naturel, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire des grands secs comme des doux, des moelleux, voilà. Nous, sur l'exploitation, on en fait des vins sucrés, les années où le climat est avec nous, etc. Mais on fait principalement des vins secs, parce que pour moi, c'est là où le terroir ressort le plus, c'est la caractéristique de notre cépage, de notre sol. Voilà. La fermentation, on les fait vraiment dans cet esprit-là. Et donc, je surveille tous les jours la densité, je surveille aussi la quantité de sucre qui reste. Donc, je déguste beaucoup je crache, je vous rassure. Mais voilà, je fais les arrêts de fermentation, je décide d'arrêter les fermentations alcooliques en fonction de la dégustation. On va rarement à des zéro sucre parce que justement, on ne fait pas d'élevage en barrique, on fait des élevages en cuve qui ne sont pas extrêmement longs. Voilà, on fait des élevages sur lit à peu près de 3 mois. Donc on laisse un tout petit peu de sucre par rapport à l'acidité qu'il y a. C'est toujours un équilibre sucre-acidité et alcool. Plus il y a d'alcool, plus on descend en sucre. Plus il y a des sites d'acidité, plus on laisse un petit peu de sucre. Voilà. Mais je suis je vais être entre 2 et 6 grammes de sucre en général sur mes secs en fonction de l'équilibre. Et ça se fait qu'à l'équilibre, avec des analyses de temps en temps, mais c'est vraiment à la dégustation. C'est un point vraiment qui est important. Papa était très bon sur les équilibres des vins et c'est quelque chose que j'ai voulu garder. Il y a des années où j'ai 2 cuvées où c'est les mêmes chiffres du papier, mais en dégustation, c'est pas pareil. Donc vraiment, on peut avoir la même acidité et en trouver et le même alcool et en trouver un plus rond que l'autre. C'est incroyable. Et voilà. Donc il y a la richesse du raisin et du sol qui fait ça. Peut-être l'exposition, comment ça a mûri, etc., qui joue. Peut-être le rendement, voilà. Mais parfois, voilà, c'est pareil sur le papier et on s'aperçoit vraiment en dégustation, il n'y a pas la même expression du vin. Donc, mais c'est ce qui est magique. Une fois que la fermentation est terminée, on fait plutôt des élevages sur lit fine, donc on soutire une première fois, puis après on laisse tranquillement. En fonction des années, on va faire des pâtonnages, ou alors on va juste laisser tranquille sur lit fine avant de faire le dernier soutirage, avant la mise en bouteille et avant de faire l'assemblage et la mise en bouteille. Le bâtonnage, ça sert à faire remonter les lits, parce que les lits, en fait, c'est des levures mortes, avec des manoprotéines, et qui, fait de remonter, ça apporte de la rondeur, ça apporte de la longueur en bouche et de la complexité au vin. Voilà. Donc, en fonction des années, en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de la cuvée aussi, on va le faire plus ou moins, voilà. Effectivement, c'est un métier qui est complexe dans toute sa splendeur. Il faut connaître la végétation, donc le cycle de la vigne, mais aussi le cycle des maladies, le cycle, le sol, le cycle des herbes. Donc effectivement, il faut avoir des connaissances. Alors il y a des choses que l'on peut apprendre, il y a des choses qu'on apprend sur les terrains, ou avec les ancêtres. Voilà, papa nous a appris beaucoup de choses aussi. Ou l'observation, quand on a vécu dans la campagne, on a des observations qu'on ne s'en a pas aperçues, mais naturelles. Voilà. Donc il y a des choses qui nous paraissent logiques. Pour le vin, c'est pareil. Tout ça, c'est le vin qui décide et le raisin qui décide quand même. Au final, parce qu'il s'exprime s'il en a envie. Mais il y a une base. Donc effectivement, j'ai fait des études dans le vin, dans la vigne et le vin. Donc au final, j'ai un diplôme d'œnologue. Et ce qui est fascinant dans le vin, c'est que même en sachant comment ça se passe jamais. Enfin, que ce soit à la vigne ou dans le vin, en fait, c'est assez magique. Et il y a quand même une part d'instinct dans tout ça, et une part de liberté dans le vin que l'on peut se permettre.
mais pas tout non plus. Mais voilà, le but c'est de faire un vin, un bon vin et qui s'exprime. Donc voilà notre grotte. Donc on est vraiment dans la cave au tuffeau, on est sous la vigne où on était tout à l'heure. Voilà, donc on est dans le sous-sol de la vigne de Gamay et où on a les quelques barriques que l'on a pour élever les quelques vins, les quelques cuvées que l'on fait en barrique. Voilà, donc là il en manque parce que elles sont vides, on n'en a pas remis cette année, on n'a pas fait la cuvée Claude et Fleury en 2023, donc les barriques sont vides. Et pareil pour la cuvée Xavier 2022. Donc voilà, là on a des barriques vides, sauf ces 4-là, qui sont des barriques, donc c'est du chêne de la forêt de Bercé, qui est la forêt locale. Et donc c'est une forêt remarquable, et les chênes, c'est la variété Cécile. Donc ça fait des grains très très fins. Donc c'est ce qui est très qualitatif. C'est aussi l'inconvénient, c'est que ça fait des douelles plutôt fragiles, mais qualitativement pour le vin, ça apporte vraiment de la finesse. Et donc nous en avons 4, et on a élevé notre cépage local qui est le Pinot de Nice dans le bois local. Donc les barriques n'ont qu'un vin. Alors là, elles sont au 2e vin, mais elles ont gardé le vin 3 ans. On est donc dans une cave en tuffeau qui est le sol local. Le tuffeau, c'est ce qui a été utilisé pour faire les châteaux de la Loire, les châteaux du Loire également, et les maisons. Voilà, dans le coin, il y a beaucoup de maisons en tuffeau. J'ai une maison en tuffeau. Et il fait 12 degrés, été comme hiver. Il y a plus de 90% d'humidité. Donc sur le coup, la couleur du tuffeau est plutôt blanche-orangée. D'accord ? Là, ça noircit parce que l'humidité plus le dégagement d'alcool et de fermentation alcoolique quand ça fermente dans les barriques a fait noircir la pierre. Voilà, ça développe un champignon qui noircit la pierre. Mais on a la chance vraiment d'avoir cette température constante qui est extrêmement favorable pour la conservation des vins. On peut conserver des vins beaucoup plus longtemps que lorsqu'on a un endroit où la température n'est pas constante et où il n'y a pas d'humidité. L'humidité permet vraiment d'avoir un côté hermétique du bouchon ou de la barrique, tout simplement. C'est vraiment le joyau de la Loire en général. Hein. On va dans l'Anjou, il y a de magnifiques caves également. Donc il y en a beaucoup qui sont des caves qui ont été creusées dans le coin. Ce sont des caves qui ont été creusées pour entreposer le vin. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Anjou, etc., où c'est des anciennes carrières, soit de pierre, ou alors qui ont des champignonnières. Donc là, on voit bien la vraie couleur du tuffeau, avec la veine qui est calcaire, là, hein, on a une veine calcaire. On a aussi le côté un peu plus ferrugineux, côté orangé. Et puis on a le silex, voilà, ces pierres-là, qui vont apporter ce côté fumé, ce qu'on appelle la minéralité au vin. Voilà, donc il y en a un peu disséminé partout dans la roche. Donc là, on voit bien le sous-sol de notre terroir. Et là, on est dans un petit caveau. On a fait des petits... le grand-père et papa ont fait des petits emplacements. Donc, on entasse encore les bouteilles à l'ancienne. Aujourd'hui, on met dans les palox parce que c'est beaucoup plus facile au niveau manutention. Quand on dit que le label Terravitis, il y a aussi le bien-être du salarié. Mon papa, il a plus d'épaule. Entasser, ça fait vraiment mal aux épaules. Quand on fait ça tout le temps, c'est quand même plus pratique. Une fois qu'on a mis en bouteille, à la sortie de la machine en bouteille, on met dans le palox. Le palox, on le met là, on le range. On n'a plus à remanipuler 36 000 fois. Il faut déjà qu'on le ressorte pour étiqueter. Alors que là, c'est beaucoup de manipulation, puis il y a plus de risque de casse en plus. Donc sur le coup, on le fait moins. Hein. Il y a 15 ans, il y a encore des bouteilles tout entassées partout dans la cave. Comme je vous disais, c'est humide. Donc on a le même principe que les stalactites et les stalagmites. L'eau, elle s'infiltre, hein, on est sous terre. Et l'eau, elle récupère tous les nutriments, les minéraux de la pierre. Et ça fait quelque chose d'assez gluant, calcaire et gluant. Et en fait, ça colle. En fait, les pièces, elles collent toutes seules. Donc les gens de passage qui visitent la cave collent des pièces comme le principe dans une fontaine.
Donc là, je vais vous faire goûter le coteau du Loir dont je vous ai parlé tout à l'heure en vinification. Donc on est sur le millésime 2023, le dernier né. On va retrouver la particularité vraiment du cépage. Donc on va être sur des agrumes, des fruits à chair blanche, des fleurs blanches, de la minéralité typique de notre argile à silex et une belle tension. Donc, vous allez voir, c'est un vin qui fait saliver, qui a une belle longueur en bouche, qui va très très bien avec des poissons, des fruits de mer, de la viande blanche, du fromage de chèvre, la tartiflette, la raclette, avec beaucoup de choses. Les asperges, alors je ne sais pas avec quoi on mange à Toulouse des asperges, mais nous on mange ça à la crème fraîche. Donc, hop. Je vous laisse découvrir. Merci. Ah ouais. La robe est très claire. Oui. Alors, le chenin peut être très coloré s'il y a eu du botrytis, de la pourriture noble. Le chenin n'est pas un cépage qui déteste l'oxygène. C'est plutôt son ami. L'oxygène est plutôt son ami. Alors pas en excès, mais c'est pas son ennemi. Voilà. Contrairement au Sauvignon qui n'aime pas trop l'oxygène, parce que vraiment c'est un cépage aromatique, donc et réducteur. Donc si on lui met trop d'oxygène, on n'a plus ces arômes réducteurs. Et donc on n'est pas sur la protection en permanence du jus de raisin, du mou. Des fois on a des jus un petit peu plus colorés, mais en fait ça tombe, ça va faire des grosses molécules en fermentation alcoolique, ça va descendre. Ce qui fait que ça va faire des vins encore plus clairs qu'à la base. Il est salé. Presque. Oui. Ah ouais, Ah cette minéralité est saline. C'est ça. Mais moi j'aime beaucoup ces millésimes sur la fraîcheur et sur la légèreté qui font que ce sont des vins, c'est des vins plaisants, c'est des vins faciles à consommer en toutes circonstances. On se dit pas ouais mais attends il est alcooleux donc ça va pas aller avec tout. C'est vraiment un vin où on reprend facilement un deuxième verre. C'est pas que je pousse à la consommation, hein, c'est pas ça, mais on est sur le plaisir, la facilité de consommer. J'aime beaucoup ça. Sur le coup, je vais vous faire goûter le rouge. Donc là, on va goûter le fameux Coteau du Loir rouge. Alors 100% Pinot Donis, également 2023. Donc on est sur une couleur claire. Le Pinot Donis, c'est un cépage qui a très peu de matière colorante. Le Pinot Donis, lui, a peu d'anthocyanes. Donc déjà à la base, il n'en a pas beaucoup. En plus, il est dans une région où il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, il n'a pas forcément la possibilité de beaucoup bronzer. Et donc, même si on a un petit peu de soleil, les années où on a du soleil, ça reste quand même un vin plutôt clair. Et les années fraîches, eh bien, on va être sur des vins plutôt grenadines. Voilà, très léger en structure. C'est pareil, ça fait entre 12 et 12,5 d'alcool. Et par contre, ça a son caractère. C'est épicé. Ça a quand même malgré tout un petit peu de structure. On a le côté tannique un petit peu, voilà, qui est présent. Et donc, c'est un vin à découvrir avec ce côté vraiment atypique du cépage. Ah, Effectivement. Ah oui, c'est la grenadine. J'avais dit, hein. Ouais. Ouais. Moi, ça m'inspire. Mon papa, à l'époque, a travaillé avec l'IFV. Pour savoir comment extraire la couleur du cépage Pinot Donis. Parce que bon, quand on veut un rouge, on veut qu'il soit rouge. Faut pas se le cacher. Hein, surtout dans les années 70, etc. Aujourd'hui, on accepte un petit peu plus. Mais sur le coup, ils ont essayé les délestages, ils ont essayé les pigeages, et ils ont essayé les remontages classiques. Il n'y a rien qui fait... Ça fait un peu plus de couleur, mais surtout, ça extrait beaucoup plus les tanins qui, eux, sont durs. Finalement, le remontage reste la meilleure technique, le plus traditionnel. Donc, nous, on fait des remontages plutôt en début de fermentation alcoolique. Et puis, s'il n'y a pas de couleur qui s'extrait, je ne force pas sur la couleur, je me fixe sur l'extraction des tanins. Donc, je travaille sur l'extraction des tanins et l'équilibre au niveau tannique. La couleur n'est qu'un aspect visuel, ça ne va pas donner le goût. Mais au nez déjà, donc on sent le poivre, Ouais. mais il y a quand même quelque chose de très floral aussi. Floral, on a du floral et on a des fruits, des petits fruits, des petites baies rouges. Donc plutôt groseille. Moi, je trouve beaucoup la groseille.
Ouais, je l'ai travaillé pour que ce soit assez rond quand même. Le côté épicé, souvent les personnes me disent c'est très poivré, avec quoi on va boire ça? Mais en réalité, c'est extrêmement léger. Ça va avec des poissons, un thon avec du pinot donis, c'est super bon. Ça va sur de la viande blanche, ça va sur les barbecues en été. Ça va sur des légumes, la ratatouille, voilà. Ça va sur des paellas, des tagines, des mets asiatiques où il y a des épices. Parce qu'en fait, ça ne va pas être dominé par l'épice du plat. Parce que les plats, en réalité, asiatiques sont des plats qui n'ont pas énormément de goût, qui sont relevés par les épices. Et donc, souvent, on veut mettre un vin qui est trop costaud, qui domine le mets en lui-même, juste parce qu'il y a des épices. Oui. Alors que là, ça s'équilibre avec l'épice du plat. Mais le pinot donis, c'est le cépage qui a le plus cette molécule qui apporte cet arôme épicé. Ça s'appelle la Rotendone, qui évolue bien sûr avec le soleil. Donc, quand je dis que le pinot donis, il est épicé, il peut avoir le côté épice vanillé, cannelle, donc épices douces. Mais sur le coup, en fonction du temps que l'on a eu dans l'année, on ne va pas avoir forcément la même expression de l'épice. On voit l'intérêt de ne pas faire de barrique finalement. Oui. Parce que ça apporterait vraiment un côté aromatique autre qui se marie très bien avec, c'est pas le problème, mais pour faire découvrir, parce que c'est une appellation, un cépage qui n'est pas connu du tout. Donc pour une première approche, moi j'ai envie vraiment de faire découvrir la simplicité du cépage et ce côté très atypique et un peu magique. Ça nous différencie de toute autre région. Merci beaucoup Amandine de nous avoir reçus et d'avoir partagé votre travail avec nous. Quant à nous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.